Salut à tous, bienvenue chez les Baroudeurs, l'émission qui part chasser les infos, les actus et les interviews. C'est aussi l'émission qui part chasser Patrick. Et oui, en effet, c'était un peu trop facile. Patrick Chassé est notre invité d'honneur ce soir. Patrick Chassé est un ponte du journalisme sportif spécialisé dans le cyclisme depuis 1991. Toute la communauté vélo connaît Monsieur Chassé, que ce soit les touristes. Commentateur attitré d'Eurosport pendant presque 20 ans, il est aussi connu dans la communauté des gamers, PCM, depuis les débuts du mythique jeu vidéo. Bon, évidemment, ce soir, nous éviterons de placer le mot « attaque de Marlou » plus de 36 fois. Mais Patrick Chassé, c'est aussi un promoteur et innovateur de la petite reine. Il est le fondateur de Velops depuis 2011, une société audiovisuelle faisant la promotion de la diversité qu'offre le cyclisme comme sport à part entière. Après avoir quitté Eurosport en 2010, il travaillera pour Europe 1 en 2012 et rejoindra la chaîne L'équipe 21 en 2014, où depuis 3 ans, il commente le Giro. À la barre ce soir de notre mythique podcast, Alex le Marlou francilien. Salut Alex. Salut à tous. Justin le Marlou d'Issoudun, l'équipier de luxe, celui qu'on surnomme désormais le Karl Lagerfeld des maillots cyclistes, Justin de la chaîne Justin Vélo. Salut Justin. Salut à tous. Rudy le Marlou de la paillade. Salut Rudy. Salut à tous. Et Patrick, bienvenue à vous. Donc, si vous souhaitez vous présenter à nos auditrices auditeurs, vous êtes le bienvenu. Bien, bonjour à tous. On va essayer de se tutoyer quand même. Et puis, bravo pour le jeu de mots. Je crois que là, je m'incline parce que un jeu de mots aussi mauvais, je l'avais jamais fait. Merci. Ouais, je sais. Vous savez, j'ai consulté Laurent Ruquier il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Mais non, mais je plaisante. Bienvenue à vous. Donc, on va commencer par le rituel chez nous. En fait, c'est le rapido vélo. Alors, le rapido vélo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est chaque chroniqueur va vous poser 2 questions. Par exemple, Tour de France ou Giro, et vous devez choisir l'un ou l'autre, et vous n'avez pas le droit de joker, tout simplement. Alex, vas-y champion. Bon, bah du coup, c'est à moi de commencer. Comme vous êtes très bien présenté, Coco, t'es un... Oui, il faut que je tutoie, c'est vrai. T'es un présentateur sur la chaîne L'équipe et sur Eurosport. Est-ce que tu préfères être sur la moto ou être en cabine? J'aimerais bien être sur la moto un jour. Pour l'instant, je suis en cabine, on me propose pas autre chose. D'accord. Mais la moto, c'est quelque chose qui te tente, du coup. De répondre court, je fais court. Hein. La moto, ça m'a toujours tenté. Ouais, non, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais de ma vie suivi une course de vélo, en tout cas chez les pros, en moto. Moto, pardon. Ok, en l'occurrence, si vous pouvez développer les réponses, hein, c'est pas non plus voilà. Bon. Du coup, c'était rapido, donc fallait faire rapide. Ok. Alors du coup, attaque de Marlou de Schleck dans l'étape du Galibier en 2011 ou attaque de Marlou de Froome sur le Giro en 2018? Pas de joker. Schleck. Schleck en 2011, et pourquoi cette préférence par rapport à Froome par exemple? C'était un tour qui était plus indécis. Ce jour-là, on croit en renversement de situation. Enfin, il y a plein de choses, un vrai quoi. Et puis c'est assez inattendu, je trouve. Derrière, il y avait beaucoup de choses à raconter. Il y avait une mauvaise entente, si je me souviens bien. Oui. Evans était un peu tout seul pour rouler. Thomas Voeckler était en jaune. On avait quand même bien vibré sur ce tour, il me semble. Là, quoi, pour quelques raisons. Je ne sais pas si cette étape, dans toutes les étapes qui ont été rediffusées, a été rediffusée. Elle le sera, mais si je l'ai raté, c'est dommage. Si elle doit repasser, je pense que c'est le genre d'étape que j'aimerais bien revoir, oui. Ok. Justin Vélo, à ton tour. Oui, Patrick. Moi, ma question, c'est toi qui
du coup, notamment parmi d'autres courses, mais le Giro sur la chaîne L'équipe depuis quelques années maintenant. Est-ce que tu es plutôt surpris et porté par tout un pays de Richard Carapaz sur le Tour d'Italie, qui vient encore plus euh, asseoir un grand coureur comme Chris Froome sur le Giro 2010? Non, j'ai nettement préféré la victoire de Carapaz. Comme beaucoup de gens, j'aime bien découvrir quelque chose d'inattendu. Carapaz, on savait que c'était un beau coureur depuis l'année précédente, d'ailleurs, sur ce même Giro, il me semble. Hein, mais je pensais pas, comme la majorité des gens qui ont suivi ce Giro, je pensais pas qu'il serait capable de s'y imposer. Et en plus, ce que je ne savais pas, c'est que c'était un coureur qui était l'apparence d'être très sympathique. Comme certains d'entre vous, sûrement, j'ai regardé sur Netflix la série de documentaires et ça confirme ce que je pensais, même si c'est un garçon avec qui j'ai jamais eu l'occasion de discuter. Il m'a l'air très intéressant. Voilà, il m'a l'air très. Son histoire me plaît et puis tout voilà, c'est une question d'alchimie quoi. Ça, je sens que c'est un garçon sympa et qui gagne à être découvert. Ah, non, nettement, j'ai préféré, de toute façon, même si beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, le dernier Giro que le précédent. Parfait. Rudy, à ton tour. Ah, ça va être peut-être un choix compliqué. Cyril Guimard ou Jacques Durand? Bah, je vais choisir Cyril Guimard, d'abord parce que je bosse avec lui, c'est pas de la langue de bois. Cyril est quelqu'un, Jackie, j'ai bossé avec lui pendant temps, donc je crois, je vais pas dire que j'en ai fait le tour. Ah, joli jeu de mots, joli jeu de mots. Là, vous marquez un point là. Ouais, non, ce n'est même pas voulu celui-là. Donc, mais je vois que tu repères vraiment les mauvais jeux de mots. Et Jackie est quelqu'un avec qui je reste en relation, comme tous ceux qui ont été consultants avec moi pendant un bon moment. Donc, on est devenus potes et on se voit bien sûr en dehors du boulot. Cyril est quelqu'un avec qui j'avais eu l'occasion de faire un Tour de France, justement à l'époque où on venait de recruter Jackie Durand, mais il n'était pas disponible, il était disponible tout au long de la saison, sauf pour le Tour de France parce qu'il avait déjà des engagements avec un sponsor du Tour. Et du coup, j'avais fait seulement un Tour de France avec Cyril Guimard. Et même si je connaissais bien Cyril, déjà, j'avais jamais, vous savez, faire un tour avec quelqu'un, partager la bagnole pendant 3 semaines, bref, on fait connaissance, quoi, en dehors des heures d'antenne. Et c'est quelqu'un que j'avais découvert, et en plus, j'avais découvert, je ne vais pas vous raconter tout, mais j'avais eu l'occasion, d'un fait anecdotique, de découvrir aussi ses qualités humaines et ses failles aussi. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'avais découvert un personnage dans une dimension que j'appréhendais pas vraiment. Et j'avais jamais eu l'occasion de rebosser avec lui par la suite. Donc, quand on m'a dit qu'on voulait un ancien, dans le sens un mentor, un sage, enfin appelez ça comme vous voulez, on m'avait proposé un nom, j'avais dit que j'étais pas tout à fait d'accord. Je vous dirai pas de qui il s'agissait parce que bon, ce serait indélicat, mais j'avais fait une contre-proposition. J'avais dit si on veut quelqu'un qui fasse figure d'ancien, je vous propose Cyril Guimard parce que c'est un garçon qui a, voilà, pas sa langue dans sa poche, qui a l'habitude des médias, avec qui j'ai jamais travaillé, avec qui j'aimerais travailler, et qui en plus est très clivant, c'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui l'adorent que de gens qui le détestent. Moi, ça, c'est ce genre de personnage complexe qui m'ont toujours attiré. Parfait. Très bonne réponse. On va finir ce petit rapide vélo avec deuxième et dernière question. Alexandre, à ton tour. Plutôt radio ou télé? Question pour Patrick. J'ai du mal à répondre à cette question. Oui. Alors, on va dire Joker alors. Ouais. Okay. Joker, okay. Sans hésiter d'ailleurs. On va dire, normalement, au mois de mai, c'est la période du Festival de Cannes. Si je vous dis le vélo de Guy Lambert avec Benoît Poelvoorde sorti en 2001 ou la Grande Boucle avec Cornillac sorti en 2013. Et sans aucune hésitation, le premier, le vélo de Ghislain, Guilain Lambert, j'ai jamais su comment on disait. C'est pour moi si ce n'est le meilleur film de vélo. Je pense qu'il fait beaucoup plus rire d'ailleurs ceux qui ont fait du vélo, ceux qui ont suivi de près le vélo, les vrais fans, que ceux qui regardent ça d'un peu loin.
parce que finalement, toutes les anecdotes quasiment sont inspirées de faits réels, même si ça paraît complètement surréaliste. Donc, par conséquent, j'adore ce film. Et l'autre, je l'aime beaucoup moins, à vrai dire. Je l'ai trouvé beaucoup plus. Commercial. Ouais, voilà. Justement, l'autre peut-être plaît davantage aux gens qui connaissent pas trop le vélo. J'en sais rien. J'ai jamais entendu beaucoup de gens m'en dire du bien. Ah, pour moi, c'était un film. C'est un sentiment évidemment personnel. Les goûts et les couleurs. Pour moi, c'était un film raté. Ah donc c'est franc et honnête. Et du coup, vous avez répondu à la question, vous avez anticipé. Donc pour vous, Le Vélo de Guylain Lambert, c'est le meilleur film sur le cyclisme, vous pensez, de l'histoire du cinéma sur le vélo? Ah ouais, il y a un film. Merde, comment il s'appelle? Un film américain Ouais, il est pas qui m'a mal fait. celui-là. Ouais, je vois de lequel tu parles. Il est vraiment sympa. C'est entre deux jeunes Mais coéquipiers de la même équipe. Ou ouais, c'est ça. Enfin, son frère, je crois. c'est un mec qui est fan du vélo hollandais au début, puis à la fin, il devient fan du vélo italien parce que bon, enfin bref, il y a une histoire de gonzesse en plus. Je l'ai regardé, je devais avoir 12-13 ans quand il est sorti. J'ai adoré ce film. Je l'ai revu parce qu'il est passé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Il est ressorti dans quelques salles de cinéma, je ne sais toujours pas pourquoi. Et j'ai eu l'occasion de le revoir. Et bon, ok, il a vieilli, d'accord, moi aussi. Mais je l'ai revu avec une certaine nostalgie, mais parce qu'il me l'a marqué, il reste évidemment l'un de mes plus belles références. Super. Bon, c'est dommage, pardon, que j'ai pas le titre, mais si je le retrouve pendant qu'on se parle, je vous donnerai les références. Justin, à ton tour. Oui, moi, je vais prendre deux Français qui ont fait des podiums sur les monuments ces dernières années et j'aimerais savoir ton avis sur lequel tu aurais aimé voir remporter un monument entre Sylvain Chavanel sur le Tour des Flandres et Romain Bardet sur Liège-Bastogne-Liège. Qui aurais-tu préféré voir remporter aussi grande course? Non, bah, évidemment, Sylvain Chavanel, je dis évidemment parce que j'ai l'impression que, d'abord, parce que c'est un souvenir, j'ai commenté cette année. Putain, je suis très très mauvais pour mettre des années sur mes souvenirs, donc 2011, je suis sûr si que ça peut vous beaucoup aider. pourront m'aider. Enfin, si vous tenez. Mais bon, il est vraiment passé tout près lors d'un Tour des Flandres qu'il termine à la deuxième. Je parle de celui qui termine à la deuxième place. Et rien que pour ça, évidemment, je me mets pas à sa place, évidemment, mais je me dis qu'il a probablement plus de regrets encore qu'un Romain Bardet. Je sais pas si vous partagez mon avis. Et puis, non, eh ben vous avez le droit. Je suis d'accord. J'ai aimé aussi la démarche d'un Sylvain Chavanel qui nous a, il n'est pas le seul, démontré qu'on pouvait avoir plusieurs vies dans une carrière. Une vie où on lui a fait croire qu'il pouvait gagner le Tour de France. Une vie où il a réussi à gagner de très belles courses comme des étapes du Tour, mais à l'époque déjà il s'était tourné justement vers les succès d'un jour et c'est pour ça qu'on l'a découvert sur les classiques. Et à partir du moment où il a décidé d'envisager une carrière sur les classiques, il l'a fait à fond. Il s'est complètement consacré à ça et j'ai trouvé que cette mutation, même si elle n'a pas été couronnée par un énorme succès, enfin il a gagné des courses en Belgique, mais je veux dire par un succès dans un monument, il a montré en tout cas qu'il avait l'étoffe d'un Flandrien et ça me plaît. L'année, c'est 2011, deuxième place de Sylvain Chavanel derrière Nick Nuyens. Au Alors je sprint. rectifie, je l'ai pas commenté, je croyais l'avoir commenté. Je l'ai tellement bien vécu que je l'ai pas commenté, que je croyais l'avoir commenté. Rudy, si tu veux que... Ah oui, je sais pourquoi j'ai un doute. C'est parce qu'en 2011, je suis là-bas. Effectivement, je commande pas, mais j'avais fait le déplacement pour le voir et ça y est, ça me revient. J'étais en fait sur la ligne d'arrivée, donc c'est pour ça que je m'en souviens très bien. Ok. Rudy, si tu veux clôturer le petit rapide vélo. Alors tout d'abord, déjà, un auditeur qui vient de me dire, alors que le film que tu disais, Patrick, c'est Le Prix de l'exploit. Et c'est ça. Alors la question c'est, as-tu préféré commenter le Giro ces dernières années ou le Tour de France? C'est compliqué, c'est difficile de comparer. Je vais dire le Tour de France. Parce que d'abord j'en ai fait davantage. Je vais vous dire pourquoi c'est compliqué. Dans un sens, je préfère le Tour de France parce que j'ai davantage de souvenirs. Mais ce ne sont pas forcément des souvenirs de commentateurs. J'ai sûrement choqué quelques-uns en disant que la plupart des tours que j'ai commentés ne me laissent pas de grands souvenirs. Je parle de souvenirs de course.
En revanche, il me laisse de grands souvenirs de commentateurs avec de très belles rencontres, à commencer par les gens avec qui j'ai eu le plaisir de bosser. Le Giro, c'est différent. Pourquoi j'ai choisi de revenir aux commentaires? C'est pour une seule raison. C'est pour une seule raison, déclenchée par Éric Boyer. Éric Boyer qui m'a fait rentrer sur la chaîne L'Équipe en me recommandant à Stéphane David, qui était à l'époque le directeur on va dire, des opérations spéciales, bref, un peu le directeur de la rédaction. Mais si j'y suis allé, c'est surtout aussi parce que j'avais l'impression qu'on commençait à déboucher sur des années qui étaient beaucoup plus sympas d'un point de vue sportif, celles durant lesquelles j'avais commenté, c'est-à-dire durant les années 90 et 2000. Donc voilà, je me suis dit que j'avais bien mérité de commenter du vélo beaucoup plus plaisant. J'entends souvent dire que de la part de téléspectateurs, de fans, que le vélo est comment dire, un peu rasoir, ne se passe pas grand-chose, que les courses sont compactes, que tout se décide dans le dernier col. C'est une réalité. Et pourtant, je prends nettement plus de plaisir à regarder le vélo, et je trouve même que ça va plutôt en se bonifiant au fil des années. On va mettre évidemment entre parenthèses la saison 2020 qui n'a pas vraiment existé, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je pense ça participe en tout cas à mon optimisme, mais j'aurais été très déçu de ne pas pouvoir commenter des courses à cette époque. Je l'ai fait grâce à l'équipe et bien sûr avec des Tours d'Italie qui, comme le sont souvent les courses italiennes et le Tour d'Italie en particulier, sont assez bien fournis en rebondissements et en inconnu. Donc moi, ça me plaît. Du coup, d'accord, bon, Patrick, du coup, rebondir sur ce que vous avez dit, et je suis d'accord avec vous que, dans le sens où vous dites que vous avez mérité de pouvoir commenter des courses plutôt intéressantes en termes de spectacle. Je suis d'accord que, voilà, j'imagine que ça a dû vous faire plaisir de commenter ces dernières années au micro de la chaîne L'équipe. Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est rigolo parce que Éric Boyer, qui est passé dans cette émission, avait dit qu'il avait recommandé aussi. Vraiment, vous- Et aussi que vous parliez de votre entreprise que vous avez créée en 2011, Velops. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi elle consiste? Enveloppe, c'est tout simple. C'est tout simple. À la base, de toute façon, en quittant un petit peu Eurosport, il fallait tout de suite que je retrouve du boulot. Et pas forcément foi dans mes qualités d'entrepreneur. C'était pas une vocation, ça l'est toujours pas d'ailleurs. Je me suis dit aussi que ça devait pas être beaucoup plus difficile que de faire autre chose. Comme le téléphone n'a pas forcément immédiatement sonné pour m'appeler, il fallait que ça vienne de moi. Et c'est aussi l'histoire d'une rencontre avec Philippe Audry, qui avait déjà une petite entreprise de marketing sportif, une société qui existe toujours d'ailleurs, au service notamment de la Fédération française de cyclisme, qui s'appelle Ignello. Donc Philippe Audry m'a contacté et on a décidé ensemble de monter Velops, qui elle était pas une société de marketing, mais une société à la base qui était une société de production audiovisuelle. On avait un projet fondateur qui était d'essayer de mettre à l'antenne sur une chaîne de télévision des courses par étapes françaises, parce que on avait le sentiment que le calendrier français qui est très fourni, et bien dans ce calendrier français, certaines courses auraient du mal à survivre si elles n'avaient pas la télévision à leur côté, compte tenu de la concurrence qui, elle, s'étoffait. Je parle des courses qui n'étaient pas à la télévision à l'étranger, ou des courses qui n'existaient pas mais qui sont apparues, qui immédiatement ont trouvé une diffusion télé. Et en fait, je voyais que les télés, on leur proposait souvent des courses étrangères et pas des courses françaises. Donc c'était ça le projet fondateur. Je vous dis tout de suite, au départ, il a complètement foiré. On a contacté les organisateurs de toutes les courses par étapes françaises. Ils étaient évidemment emballés par le projet. On s'est rendu compte que c'était un projet financier qu'il était difficile de monter. Et puis, une chaîne de télévision qui nous avait donné son accord au départ a finalement désisté. Et donc, on n'a pas réussi à le faire tout de suite. Je ne pensais pas que ce serait un jour une chaîne gratuite qui finalement appliquerait ce projet. Et ça a fait partie aussi de ma motivation quand Cyril Linette est arrivé, a pris le contrôle de
du groupe L'Équipe. Il était un ancien de Canal, il était l'ancien patron des sports de Canal et il est venu donc prendre la direction du groupe L'Équipe. C'était pas seulement la chaîne L'Équipe, mais aussi le quotidien et le site internet. Et il m'a proposé justement parce qu'à l'époque de Canal, bien sûr, il faisait partie des directeurs de chaîne que j'avais contactés. Il m'a dit, bah écoute, ce projet qui n'intéressait pas Canal et pour des raisons qu'il avait pu m'expliquer à l'époque, bien, il m'a dit, ce projet pourrait t'intéresser, la chaîne L'Équipe, mais on va y aller progressivement. Et c'est ce qui s'est passé, même après son départ, ses successeurs, et notamment Jérôme Saporito, qui est maintenant le directeur général de la chaîne L'Équipe, ont décidé de poursuivre ce projet, mais ça s'est fait surtout parce que des organisateurs avaient compris l'intérêt de ce projet. Il faut être lucide. Ce sont eux qui assument le poids le plus important de la production télé, parce que sinon ça ne pourrait tout simplement pas exister. Donc voilà, ça c'était le projet au départ de Velops, et très vite Velops ensuite s'est tourné vers, parce que ça correspondait à une demande, vers les nouveaux médias, donc vers Internet. On est devenu une société de conseil en stratégie, d'édition de contenu également, et d'animation parfois aussi, de comptes sociaux. Pour une équipe que vous connaissez, c'était pas notre premier client, mais notre deuxième, et c'était tout simplement l'équipe DJ Groupama aujourd'hui. Dès 2012, je crois, nous a contactés pour qu'on, dans un premier temps, on fasse de la prod vidéo, et qu'ensuite, eh bien, on crée et on anime, on fasse du contenu pour ces réseaux sociaux. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'avec une telle demande de la part d'une équipe, il serait difficile d'avoir d'autres équipes. Donc on est sorti du vélo, on est allé voir d'autres belles marques, d'autres domaines. Je pense que les gens le savent moins, on communique pas beaucoup sur ce qu'on fait, mais on fait notamment une web série qui s'appelle Harmony Heroes, qui d'ailleurs est en cours en ce moment, et qui est une série donc pour Harmonie Mutuelle, enfin voilà, qui est une web série. On a fait aussi un 52 minutes, on rêve d'en faire un deuxième sur lequel on est en train de travailler. Le premier était dans le vélo, le deuxième ne sera pas dans le vélo, et je ne vais pas en parler ce soir. Bref, voilà, on a plein de projets comme ça. Ok. Essayer de faire court, c'est difficile de parler d'une entreprise qui existe depuis maintenant près de 10 ans en quelques mots. Mais Je vous prie de m'excuser Non, non. d'avoir fait aussi long, c'est un côté égocentrique. Non, mais il n'y a pas de Non, souci, au ça lui contraire. va. Du coup, pour reprendre un peu le fil de l'émission, on va revenir quand même sur votre carrière. Donc, en juin 1991, vous rejoignez la chaîne Eurosport. Ensuite, en 92, vous prenez les rênes un petit peu, vous commencez à commenter toutes les grandes épreuves cyclistes. Vous avez pour consultant tout au long de ces 2 décennies quand même des cracks comme Marc Madiot, Laurent Fignon, Vincent Barthaud, Éric Boyer, Jackie Durand, Jean-François Bernard. Vous passez près de 20 ans à Eurosport. Donc là, on va faire un petit tour de table sur cette grande période qui est Eurosport pour vous. Moi, la première question, c'est un peu basique, c'est quel est votre plus grand souvenir à la tête de cette chaîne pendant 20 ans? Le souvenir, je ne sais pas si on peut limiter à un souvenir seulement, parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, rappeler un souvenir, en sortir un de tout ça, ce serait difficile. Je remarque souvent, je disais tout à l'heure que souvenirs, quand j'essaie de repenser au passé, ce qui me revient en tête, c'est plus des souvenirs coulisses que des exploits sportifs de tel coureur ou de tel coureur. Parce que je crois qu'il faut dissocier, quand on travaille dans ce milieu, ce que sont les souvenirs que vous avez tous et que j'ai bien sûr moi aussi. Mais quand on me demande de parler de ma carrière, je pense plus aux gens avec qui j'ai travaillé. Et il ne s'agit pas seulement des consultants, il s'agit bien sûr de tous les gens qui font le travail dans une chaîne. Eurosport avait une particularité à l'époque par rapport à ce que j'ai pu entendre des autres chaînes ou que j'ai pu fréquenter par la suite. C'est que Eurosport, pour moi d'abord, j'étais à la création de cette chaîne. En tout cas, elle avait existé 2-3 ans avant en Grande-Bretagne, dirigée par Rupert Murdoch, mais a réellement existé et pris une dimension sous la houlette de TF1 quand elle est arrivée en France, et sous la direction de Daniel Potra, qui était lui-même un ancien commentateur de cyclisme et du Tour de France en particulier, de cyclisme et de ski, qui était un ancien chef des sports de TF1. Donc, je pense à ces années Eurosport,
Et ben voilà, je pense à la création d'une chaîne où on est arrivé, où on vivait dans un, même si on était au 4e étage, on avait l'impression que c'était un sous-sol parce que c'était des murs aveugles, il n'y avait pas de fenêtres. On avait un peu l'impression de travailler dans un sous-marin, il n'y avait pas beaucoup de place. Même l'ascenseur était petit, c'est vous dire s'il n'y avait pas de place. Et on prenait un pied pas possible parce que on travaillait 12 heures par jour, 14 heures par jour, mais on aimait tous le sport. Surtout, la différence avec les autres chaînes, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y avait pas de frontière entre les journalistes et les techniciens. Je dirais même et les commerciaux. Par conséquent, bah, ça crée une ambiance, une émulation qui était explosive. Alors explosive dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on était tous des fans de sport, donc il y avait des cris dans tous les sens. On se passionnait pour ce qu'on faisait. Explosive aussi, comme ça arrive évidemment dans n'importe quel, je dirais, n'importe quel endroit un peu confiné. Parfois, c'était des colères incroyables, des coups de gueule, des engueulades, etc. Aujourd'hui, c'est vrai on se souvient de ça avec beaucoup de nostalgie. Et bah voilà, je souhaite à tout le monde d'être au début, que ce soit dans une télé ou dans n'importe quel lieu professionnel, de vivre le début d'une entreprise, surtout quand elle est appelée à grandir comme a grandi Eurosport. Et j'espère qu'elle a gardé son âme. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes personnes, mais franchement, c'était absolument génial. Alors, trouver une anecdote là-dedans, que je peux vous raconter, c'est que l'autre particularité d'Eurosport, c'est qu'on était au départ, d'abord en 3 langues, la 4e langue étant le français. C'est arrivé au 1er janvier 1992. Et Daniel Potra, je me rappelle, était persuadé que je pouvais être un bon commentateur, alors que je n'avais jamais commenté pour la télévision. J'ai fait de la radio, mais j'avais jamais commenté pour la télévision. Et je me souviens très bien que mon premier commentaire, qui était un commentaire de journal télévisé, mais tout en images, on ne nous voyait pas, et pour cause, puisqu'on le commentait en 4 langues différentes en même temps. Il n'y avait pas de moyens, quoi. Il y avait des jingles qui nous arrivaient dans la gueule, il y avait des sujets qui, au lieu de faire, comme font un sujet JT, qui, au lieu de faire 1 minute, en faisaient 3, 4, 5. Et un jour, parce qu'ils avaient monté ça à l'arrache à toute vitesse, je crois même que je participais au montage et ensuite on faisait le commentaire, enfin c'était de la folie. Ça durait 1 demi-heure, donc je ne sais pas si vous imaginez, écrire 1 demi-heure, le temps que ça prend. Donc évidemment, on n'écrivait pas tout. Et le premier sujet sur lequel je me suis complètement vautré, c'est un sujet du Dakar, puisqu'on avait débuté le 1er janvier. Paris-Dakar à l'époque, et j'avais été mais excessivement mauvais. Là, j'étais monté après ce commentaire, et de parfaite mauvaise foi, je m'étais engueulé avec Daniel Potra, parce que j'estimais qu'on travaillait pas, on n'avait pas les moyens pour faire du bon boulot. C'était en partie vrai, évidemment, mais en partie, je m'étais vautré, comme ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui, comme ça allait souvent m'arriver par la suite, et on s'était mais engueulé, mais terriblement. À tel point que je suis pas allé bosser ensuite pendant 3 semaines, je crois. Je crois que j'avais dit que je démissionnais. Daniel Potra croit qu'il m'avait dit qu'il m'avait viré. Bref, c'était une bouderie comme il n'en existe plus maintenant entre un chef et son employé. Et finalement, bah, quand il m'a rappelé, bah, c'était tout simplement pour me proposer de venir commenter une course de vélo. C'était les 6 jours de Gand à l'époque, que je suis venu commenter. Il m'avait même trouvé un consultant, et c'était pas Marc Madiot, c'était pas Laurent Fignon, c'était pas Jackie Durand évidemment. Il était en 1992 et c'était Marc Meyer, qui à l'époque était un coureur de 6 jours et qui par la suite est devenu un motard photographe, motard de presse. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs motards de presse sur le Tour de France. Voilà, et ben ça c'est un souvenir. Je vais vous dire, c'était en début 92, c'était au mois de janvier ou février 92, et pour moi c'était comme si c'était hier. D'accord. Par exemple, quand vous parlez un petit peu de cette ambiance, entre guillemets, un peu familiale, peut-être conviviale, est-ce que vous pensez que, notamment dans les médias, c'était aussi propice à cette époque-là? Et qu'aujourd'hui, on pourrait plus faire ou être dans l'ambiance que vous étiez, aujourd'hui, par exemple? Ce que vous en pensez? Je sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, personne n'écoutait Eurosport. C'était une chaîne très confidentielle. Personne n'avait le câble, tout simplement. Je pense que les pionniers de la télévision ont vécu la même chose. Je parle de la télévision au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quoi, puisque la télévision a réellement été inventée pendant la guerre.
D'ailleurs, on était dans les locaux où avait été inventée la télévision, c'est-à-dire dans les locaux de Cognac G, dans le centre de Paris. Et ça aussi, comment dire, ça a participé à nous marquer. Moi, j'avais eu la chance de participer à deux créations, un journal, un hebdomadaire satirique, qui s'appelait à l'époque l'Idiot International, avec Jean Edernalier, grande figure. Puis comme on n'était pas payé, à un moment, il fallait bien quand même que ma vie. Donc, c'est comme ça que j'ai finalement choisi de cette aventure. Enfin, il y avait d'autres raisons aussi, mais bref, on va pas Vous l'avez s'étaler créé là-dessus. en 1989, c'est ça? Il avait été créé longtemps avant, dans les années, dans la mouvance de mai 68, par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Jean Edernalier y avait collaboré à l'époque. Bon, avec Jean Edernalier, on ne savait jamais ce qu'était il était toujours difficile de distinguer le vrai du faux, de la légende. Qu'il en soit, il avait fait un one-shot en 89, et quelques mois plus tard, il avait décidé de lancer un numéro qu'il avait décliné ensuite sous forme d'hebdo. J'avais participé à cette aventure, ça a duré à peu près 1 an. Et puis, 1 an sans être payé, c'est long quand même. Vraiment, quand je dis qu'on n'était pas mal payé, on n'était quasiment pas payé. C'est-à-dire qu'on était payé par des promesses. Et à un moment, voilà, je pouvais pas, j'avais pas mon indépendance financière et c'était pas possible de continuer. Donc j'ai commencé par faire des piges à Radio France à côté. Puis finalement, je suis parti à Radio France plein temps parce que évidemment, ils payaient pour que je puisse en vivre. Donc ça, c'était la première belle aventure. Et la deuxième belle aventure, c'était la création effectivement d'Eurosport dans ces locaux qui étaient incroyables. Comment dire, aux côtés de journalistes de TF1 qui étaient également des très grands journalistes, étaient au même étage, je me souviens, que les présentateurs du journal de 20 heures. Donc on avait 2 couloirs à faire. Qu'est-ce que je me souviens que cet immeuble était foutu n'importe comment. Il était en fait à cheval avec des coursives qui permettaient de passer d'un bloc à l'autre. Il était à cheval sur 3-4 bâtiments. Il y avait un escalier qui menait nulle part. Je ne sais pas si vous imaginez, on envoyait tous les stagiaires, bon Dieu, j'allais faire du sexisme, se perdre dans cet escalier qui menait nulle part, c'est-à-dire qu'ils étaient aveugles, on montait, puis au bout d'un moment, il n'y avait plus de sortie, on finissait par se cogner au plafond. Bref, il y avait des trucs comme ça qui, aujourd'hui, paraissent complètement fous à cause des mesures de sécurité, enfin bref, pour que ce soit aux normes, on permettrait plus ça. Je me souviens que dans l'urgence, un jour, il y avait un problème technique. Le câble était trop court pour alimenter les cabines commentateurs. Et on voyait le câble qui passait dans ces coursives. Encore une fois, imaginez, pas de fenêtre, des couloirs étroits et des cabines toutes réduites et une régie qui était elle aussi toute petite. Ce foutu câble qui n'était pas assez long pour alimenter en secours les cabines. Qu'est-ce qu'il a fallu faire à un angle de couloir? Et comme ça passait pas, on a abattu le mur. Et on a fait un énorme trou dans le mur. Il manquait 1 mètre. Gagner 1 mètre. Et c'est comme ça qu'en urgence, on a pu rétablir l'antenne. Voilà quoi, je vous raconte ça, ça paraît non, mais, incroyable. Du coup, très jolie anecdote. Et du coup, Justin, excuse-moi si tu veux intervenir. ouais, mais je voulais intervenir parce que c'est une super description de ce que vous avez fait, de ce qui peut être une chaîne à sa création et à l'époque du années 90. Et aujourd'hui, je vais pas vous demander la comparaison avec la chaîne L'équipe, mais comment l'ambiance à la chaîne L'équipe? Comment vous pouvez nous décrire en quelques mots cette ambiance l'ambiance qui règne dans les locaux de la chaîne L'équipe? C'est aussi, j'avoue, alors je vais vous raconter ma première, le souvenir qui me vient tout de suite, c'est la première fois que j'ai commenté pour la chaîne L'équipe. La chaîne L'équipe était une chaîne info. À la base, à l'origine, ne faisait que des flash infos, des magazines, voilà. Et puis, parce que c'était une chaîne qui avait besoin de devenir rentable, elle perdait de l'argent, beaucoup d'argent. Bien, ont compris qu'il fallait faire du direct et que ça allait apporter davantage d'audience. Le direct génère davantage d'audience que des flash infos spécialisés en sport. Donc, ils ont commencé à prendre quelques événements, naturellement, parce que vous le savez tous, l'équipe est adossée à Maurice Sport Organisation, à moins que ce ne soit le contraire, peu importe, partie du même groupe. Et donc, on a eu l'Arctic Race qui était
piloté plus ou moins par Amaury Sport Organisation, en tout cas en ce qui concerne les droits médias. Et par conséquent, eh bien, on a eu la possibilité de diffuser cette épreuve. Et je suis venu la commenter avec Éric Boyer. C'était, je crois, le premier direct, ou le deuxième peut-être, qui était fait dans cette chaîne. On a commenté l'arrivée. Il faut savoir qu'à l'équipe, la chaîne L'équipe, évidemment, comme dans beaucoup de rédactions de sport, ce qui les passionne avant tout, c'est le foot. Et je dirais, c'est que le foot. C'est le foot d'abord. Et pourtant, parce qu'il y avait une curiosité, évidemment, parce que c'était l'un des premiers directs, on était en train de commenter de l'arrivée et de s'enflammer. C'était la première fois, finalement, qu'on s'enflammait dans cette chaîne. Un flash télé, on s'enflamme pas, quoi. Non. On gueulait comme des putois. Et finalement, quand on s'est retourné derrière la vitre, on a vu qu'il y avait 15 personnes avec Éric Boyer qui nous regardaient, en train de gueuler comme des putois et qui s'étaient un peu pris au jeu. Alors voilà, c'est ça mon premier souvenir. Non, mais d'une manière générale, ce que je peux dire, c'est que c'est une chaîne qui est avant tout centrée sur un effectif assez réduit. Les magazines, Estelle Denis, notamment l'après-midi que je croise parce qu'elle commente, elle a son magazine avec ses chroniqueurs qui passent souvent juste après le vélo. Voilà, on se côtoie, on travaille pas vraiment ensemble. Quelques chefs d'édition qui se relaient, ce sont toujours les mêmes évidemment sur le vélo. Que vous dire, faut surtout pas imaginer en tout cas que ce sont des rédactions immenses avec beaucoup de gens. Là aussi, il y a quand même un climat assez familial, avec, je dirais, un côté média dell'arte quand même. C'est-à-dire que une chaîne de télé, il se passe toujours quelque chose. D'une année à l'autre, les programmes changent, les grilles changent, parfois dans la douleur, dans la peine. C'est aussi une chaîne qui a connu beaucoup de patrons différents. Les patrons de la chaîne L'équipe, en général, la moyenne de vie, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Je souhaite que le dernier en date reste un peu plus longtemps, d'abord parce qu'on ne sait jamais, il pourrait écouter ce qu'on est en train de faire. Donc, il doit être bien vu. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est la télé, quoi. C'est un côté à la fois magique, mais aussi un peu superficiel et très volatile. Donc, c'est une ambiance qui est peut-être un petit peu différente de la vie d'entreprise ailleurs. Moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils se prennent pour des stars, ou en tout cas, ceux qui se sont pris pour des stars ne sont pas restés très longtemps. Voilà. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Du coup, pour apporter une petite précision à ce dont vous parliez, l'Arctic Race of Norway est bien propriété d'organisation par Amaury Sport Organisation. Et parce qu'ils interviennent en fonction des courses. Ils n'ont pas le même niveau d'intervention, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément propriétaires de la chaîne, ils ne sont pas forcément opérateurs, comme on dit, c'est-à-dire gérer à la fois la course elle-même, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Pour certaines épreuves, je sais pas, je vais prendre le Tour Down Under par exemple, ils interviennent ou sur j'ai retrouvé ou sur le Tour de Californie, je crois qu'ils n'y sont plus maintenant. Ils peuvent s'occuper uniquement des droits médias. Il y a différents niveaux d'implication d'Amaury Sport Organisation en fonction des Là, du coup, sur cette course, je crois vraiment, mais je n'ai pas envie de m'avancer non plus à 100%, mais que ASO est bien l'organisateur principal et gère toute l'organisation de la course pour ce qui est de l'Arctic Race of Norway. Moi, je vais peut-être rebondir sur ce que disait Cocorico, qui disait que l'ambiance, c'est peut-être plus la même entre les années 90 et aujourd'hui, par rapport à l'aspect familial. Mais je trouve que depuis que tu n'es plus chez Eurosport, je trouve qu'il y a, depuis que tu es sur la chaîne L'équipe, il y a un aspect plus familial qu'on a le même aspect chez Eurosport en même temps. Par exemple, Di Grazia, les Chenel et Jacques Durand, tout ça. C'est qu'on se retrouve aussi à la même ambiance, là, avec Guimard, Pinot et toi, aux commentaires. Enfin, la même complicité qu'on arrive à retrouver, qu'il y a sur Eurosport, qu'il y a sur L'équipe. Oui, mais sur France Télé, quand on crée un groupe avec toujours les mêmes personnes, ça se limite pas à un duo, parce que finalement la télévision c'était quoi? C'était un duo, on entend beaucoup Patrick Chêne avec Bernard Thévenet ou auparavant Robert Chapat avec Patrick Chêne, ou à TF1 Jean-Michel Lelio avec Daniel Potra à l'époque. Je parle des années 70, vous n'avez probablement pas connu, mais
Et ça a souvent été longtemps, c'était un duo. Et quel que soit le sport, d'ailleurs. Albaladejo, et ça Et le duo vient que pour devient le rugby, par exemple, à France Télévisions. exactement avec Albaladejo. Et le duo est devenu un trio grâce au progrès technique. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le cyclisme et les progrès techniques, le cyclisme a toujours accompagné les progrès techniques et les a même valorisés, les progrès techniques de la télévision. Donc, quand la HF est arrivée dans les années 60, eh bien, on a pu imaginer un trio, c'est-à-dire quelqu'un sur la moto qui d'ailleurs intervenait, si vous avez eu l'occasion de réécouter les étapes d'anthologie qui ont été diffusées sur Eurosport et sur la chaîne L'équipe des années 70 ou 80, enfin 70, il n'y en a pas eu beaucoup, je vous l'accorde, rediffusés. Là, vous avez pu remarquer que l'importance de la moto, c'est-à-dire qu'il y a une forte présence du commentateur sur la moto. C'est encore plus vrai d'ailleurs dans les années 80, où moi j'ai l'impression, je croyais que c'était Jalabert qui avait inventé ça. En fait, pas du tout. On a le journaliste sur la moto qui est capable de garder l'antenne pendant très longtemps. Et le trio ensuite a été projeté et est devenu un quatuor, voire même 5 personnes, je ne sais pas comment on dit, un quintet avec 3 commentateurs en tribune et deux intervenants sur la moto. Là, je parle bien sûr de France Télévisions. Donc du coup, ça crée un noyau et donc ça aide à une complicité. Bon, faut pas qu'il y ait 10 personnes, ce serait un peu trop. Moi, j'aime bien en tout cas ressentir ce noyau. Il me semble que cette complicité, on a réussi à la construire en ce qui concerne Eurosport avec Laurent Fignon et avec Vincent Barthaud, puis avec Laurent Fignon et d'autres consultants. Hein. Il n'y avait pas que Vincent, mais à chaque fois, c'était un trio sur le tour. Cette ambiance, humblement, je vais vous dire, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais je pense que ça s'est fait naturellement grâce à Laurent Fignon et Vincent Barthaud, parce qu'il y avait déjà entre eux une forte complicité. Moi, d'ailleurs, je n'étais pas le leader de ce trio, il me semble. J'ai entendu Patrick Chen dire il fallait un leader dans un couple de commentateurs. Je le crois, en tout cas, c'était son cas. Moi, c'était pas mon cas. Moi, j'étais plutôt le candide de spécialistes qui non seulement m'ont accepté, mais en plus m'ont vraiment inclus, parce qu'en m'incluant moi, bah, finalement, ils incluaient aussi dans leur cercle les téléspectateurs. C'est pour ça, à mon avis, que ça a pris et qu'on a réussi à construire cette complicité. Et justement, vous parlez des commentateurs et tout ça. Vous trouvez que finalement le nombre de commentateurs ou d'intervenants importe peu? Est-ce que vous voyez par exemple une différence entre un duo de commentateurs ou un trio? Oui, oui, je la vois très nettement. Je défends l'idée du trio. Je comprends qu'un trio coûte plus cher qu'un duo, évidemment, surtout s'il faut envoyer les gens sur place. Mais je suis pas du tout. Enfin voilà, moi j'ai toujours été partisan d'être au moins 3 à commenter. Je pense que ça justement ça crée. C'est tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ça crée une complicité, ça favorise l'humour. Et je trouve que ça permet de mieux intégrer le téléspectateur. Le téléspectateur, il est là, il est avec nous. On parle pas pour nous. C'est l'opposé du café du commerce. Le café du commerce, il exclut les autres, ceux qui ne sont pas présents. Et c'est pour ça que parfois, j'aime bien qu'on ait des débats, parce que le vélo est probablement le sport le plus bavard. À commenter évidemment, puisqu'il n'y a pas de factuel à chaque minute. Mais en revanche, si on fait du débat, il faut inclure le téléspectateur. Ça, pour moi, c'est important. L'inclure, il n'est pas présent. Ça veut dire que nos discussions, il y en a forcément un qui doit être un petit peu le témoin, le porte-parole, on pourrait dire, des interrogations que peuvent avoir le téléspectateur. Et ça, c'est un rôle, moi, je trouve, que j'accepte en tout cas d'endosser avec beaucoup de plaisir. Quand vous parlez de l'interaction avec les téléspectateurs, on le remarque aussi, quand vous utilisez le hashtag, l'équipe vélo, vous êtes je trouve que vous êtes un utilisateur quand même assez récurrent de ce hashtag. Vous hésitez pas à aller, parler, de des infos qui sont intéressantes, et qui sont transmises sur ce hashtag. Alors, oui, pas tant que ça, à vrai dire. Je vais être très franc avec vous. Le
Moi, comme je suis un peu vieux, j'ai vu l'arrivée de cette interaction qui a commencé par des forums internet dans les années 2000. Donc, on avait le petit Steve Chenel qui avait 7 ou 8 ans et qui nous envoyait des messages sur le forum, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Mais ensuite, on est passé aux réseaux sociaux. Ensuite, on a eu nos employeurs qui nous disaient il faut absolument donner de la consistance à tout ça, parce qu'il y avait un intérêt logique pour les réseaux sociaux de la part d'une marque comme Eurosport, comme l'équipe, etc. Et malheureusement, il faudrait une personne pour gérer ça. Je pense pas qu'à Eurosport ce soit le cas ou à France Télévisions. C'est pas le cas sur la chaîne L'équipe. Là, honnêtement, moi j'ai mis le haut là. J'ai dit on peut pas à la fois faire modérateur sur les réseaux sociaux et commenter une course de vélo, surtout quand on me demande de commenter du départ jusqu'à l'arrivée ou pratiquement. Donc c'est vrai que j'ai vu les limites. Ça va paraître péremptoire peut-être à certains d'entre vous, mais je suis pas sûr d'avoir vraiment besoin des réseaux sociaux pour comprendre quelles sont les interrogations du public. Maintenant, c'est vrai, parfois le public nous pose des questions qui sont très intéressantes et auxquelles on n'a pas pensé. On n'est pas infaillible. Et je veux pas en être esclave. C'est-à-dire que je veux pas qu'on me dise il faut que tu relances toutes les 15 secondes ou toutes les 2 minutes le hashtag l'équipe vélo. D'ailleurs, certains auront peut-être remarqué que un peu passé au second plan. Parfois, on l'oublie totalement. En fait, on y a recours en certaines circonstances. Quand on a beaucoup de choses à commenter, ou quand on a beaucoup de sources d'informations, quand on a quelqu'un sur la moto, etc. Oui, les interrogations des téléspectateurs viennent en dernier. C'est pas un manque de respect. Encore une fois, tout ce qu'on fait est fait pour satisfaire le téléspectateur. Je dirais que c'est comment dire. Je vous dis, c'est la 5e roue du carrosse, c'est pas très cool. Mais c'est plutôt une bouée. Quand on se sent mal, qu'on est enfermé dans notre cabine parce qu'on n'est pas sur place, quand on manque d'informations et qu'on manque d'inspiration et qu'en plus la course n'est pas palpitante, et on est très content d'avoir des téléspectateurs qui nous posent des questions. Je crois qu'ils l'ont compris aussi d'ailleurs, en tout cas ceux qui sont les fidèles et qui nous interrogeaient de temps en temps. Ils ont compris qu'il y a certains jours on a besoin d'eux et d'autres on se débrouille tout seul et je vais vous dire c'est plutôt bon signe quand on se débrouille tout seul. Ça veut dire que la course est passionnante ou que le dispositif est assez important pour satisfaire toutes les curiosités. Ok. Vous avez compris quand même qu'à la télé, d'un jour à l'autre, le dispositif n'est pas toujours le même. Le plus, et puis il y a la course pour laquelle on n'a pas beaucoup de moyens et on est 2 à la commenter. Et ben voilà, il y a beaucoup de vélos à la télé, mais ça, je pense que c'est vrai aussi sur les autres antennes. On ne déplace pas forcément les mêmes moyens d'une course à l'autre. Donc on s'adapte. Oui, c'est vrai. Moi, ça me fait un peu penser pareil, à la question aussi du Golden Spot pendant le Giro qui est devenu une blague pour tous les amateurs de cyclisme. Est-ce que ça vous fait rire ou ça vous embête quand même? Non, ça me fait rire. D'ailleurs, je pense que franchement, le premier à en avoir rigolé, c'est moi. Mais c'était surtout pour tourner en dérision tous les commentaires désagréables qu'on recevait de la colère. Parce que on sait bien que les réseaux sociaux, ça me choque pas, sont un peu le creuset de toute colère. Ou la colère, ça me vient un bien grand mot. Parfois, quelqu'un qui râle devient tout de suite insultant sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai préféré tourner ça en dérision. Non, c'est utile. Et là, encore une fois, je défends pas. Je le dis de bonne foi. Je le dis parce que je le pense. S'il n'y a pas, le vélo coûte très cher à produire. Il coûte parfois très cher en droit sportif. Vous me direz moins cher que le foot, mais c'est pas les mêmes audiences non plus. Donc, quand on casse sa tirelire pour s'offrir le Giro, il faut arriver à faire rentrer de la publicité. Des chaînes qui vivent avec des abonnements, sont les chaînes payantes, beIN Sport, Canal, Eurosport en font partie. Et puis il y a les chaînes qui vivent qui sont accessibles, qui sont comme on dit gratuites, qui sont accessibles au plus grand nombre. Ces chaînes-là vivent de la publicité. La publicité générée par le montant de la publicité générée par les audiences. Donc
quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui est prêt à payer très cher un spot pub, mais à condition, pourquoi il est placé là? Il est placé là parce que si vous regardez une courbe d'audience, vous verrez qu'évidemment, et ça c'est pas, même si vous l'avez jamais vu, vous avez probablement perçu, évidemment au moment de l'arrivée qu'il y a le plus grand nombre de téléspectateurs. Donc, juste avant l'arrivée, faire un spot une minute, ça a du sens parce que on va offrir à celui qui est prêt à se payer ce spot un maximum d'audience. Et lui va nous offrir un maximum de pognon. Voilà, c'est tout simple. Donc, forcément, ce golden spot permet d'être beaucoup plus rentable. Et oui, une télévision ne vit. Moi, je lis souvent des gens qui disent mais les télés avec leurs millions. Bah, écoutez, les millions, je les ai jamais vus et honnêtement, c'est un leurre, c'est un mythe. Peut-être des télévisions qui ont eu à une époque des millions. Je vois aujourd'hui une réalité économique, et je ne parle pas de cette année, je parle de je fais ce métier, et j'ai toujours dû conjuguer des désirs éditoriaux avec une réalité économique qu'on nous imposait. Et si on nous l'imposait, c'est pas parce qu'il y avait, je sais pas qui, un patron, un actionnaire qui s'en mettait plein les fouilles. C'était parce que tout simplement, on était dans une économie très, très réaliste. Même quand, je dirais, il n'y avait pas la crise, quand il n'y avait pas la crise, de toute façon, j'étais à Eurosport, il n'y avait pas non plus beaucoup de téléspectateurs. Donc, je ne pouvais pas non plus en dire. Bénéficier sur le plan professionnel en ayant des moyens pour faire le métier qu'on faisait. J'ai toujours bossé pour des chaînes qui n'avaient pas énormément d'argent, mais qui arrivaient parce qu'elles avaient un peu d'imagination et finalement à faire correctement leur boulot. Oui, finalement, avec les moyens que vous avez, vous êtes satisfait du contenu que vous arrivez à produire. On est toujours frustré, on fait jamais tout ce qu'on voudrait. Mais et c'est une balance, quoi. Quand on trouve que finalement, on a quand même, on arrive quand même. Moi, vous savez, je fais partie de ces gens qui sont rarement contents du résultat. D'ailleurs, les gens qui bossent avec moi le savent. Je passe pour avoir un mauvais caractère, être un râleur, etc. Bon, ça fait partie de ma personnalité. Je ne sais pas si les gens en sont conscients. À l'antenne, j'essaie de pas le montrer. Mais comme ça. Après, si j'ai continué si longtemps à faire ce boulot, si je l'ai quitté, si j'y suis revenu, c'est parce que finalement, le solde était largement positif. Honnêtement, ce que je vous dis est vrai. Vous pouvez prendre Eurosport, même aujourd'hui, ou l'équipe, ce sont des chaînes qui font des choix budgétaires. Alors, on peut trouver, par exemple, que, je ne sais pas, moi, Eurosport va faire plus d'efforts sur le vélo que j'en sais rien, que France Télévisions, que la chaîne L'équipe. Et ce sont avant tout des choix. Des choix dans un monde où il n'y a pas, évidemment, vous le savez, il n'y a pas que le vélo. Et les choix ne sont pas toujours les mêmes. Et c'est pas le fait du prince. C'est pas, tiens, on va faire des économies ou on va essayer de s'en mettre de côté en, en maltraitant le fan de vélo. Non. S'il y a des choix qui sont faits, je suis sûr que vous allez avoir des questions à me poser sur le différé. C'est parce qu'il y a une raison économique. Oui, mais alors du coup, oui, pour rebondir là-dessus, pour le différer, est-ce que vous essayez de vous plonger dans les conditions du direct, entre guillemets, en essayant de ne pas vous spoiler, ou quand même vous connaissez les résultats d'avance, l'équipe de commentateurs? On a tout essayé. Après, ça dépend du différé, parce qu'il y a différé et différé. Je ne parle pas des différés de 3 mois après. On arrive, on a passé, le Tour de Yorkshire par exemple, on a passé 3 mois après. Les gens se sont dit, mais quel est le sens de passer une course 3 mois après? Le seul sens que ça a, c'est de montrer que même des après-midi où il n'y a pas de vélo, où il y a du vélo qu'on n'a pas le droit de passer, peu importe, on peut donner à ceux qui n'ont que l'équipe, malgré tout, du vélo. Et pas de regret parce qu'on n'aurait pas pu le diffuser au moment du direct. Soit parce qu'on passait une autre course plus intéressante, soit parce qu'on n'avait pas les droits du direct. Et la volonté de Jérôme Saporito, je crois, le patron de cette chaîne, d'avoir voulu créer un rendez-vous quasiment systématique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a décidé de rediffuser du vélo en période de confinement.
c'était de montrer que cette case, on restait fidèle au vélo. Que les gens qui sont pas forcément des fans de vélo prennent l'habitude, qu'il arrive, de venir l'après-midi, entre, on va dire, 14h et 16h30, 17h même, et de trouver vélo sur cette case. Donc, moi, enfin, nous, commentateurs, que ce soit Claire Bricogne, moi ou nos consultants, on essaye de s'adapter. Avec les réseaux sociaux, comme n'importe quel fan, il est difficile de ne pas connaître le résultat. Donc, c'est un choix. On se dit, bah, tiens, on va se couper des réseaux sociaux pour ne pas connaître le résultat parce qu'on n'a qu'1 heure de retard sur le direct. Donc, on est vraiment l'impression de commenter dans les conditions du direct. Il nous arrive de les commenter dans les conditions réelles du direct, c'est-à-dire qu'on commente et on enregistre nos commentaires. C'est ce qui s'est passé sur le Tour de la Provence cette année. C'était organisé en même temps que les championnats du monde de biathlon. Et puis, il nous arrive parfois de connaître le résultat et de se dire, ça a eu lieu quand même, je prends l'exemple du Tour Down Under, ça a eu lieu 8 heures, 12 heures avant. Parce que pourquoi c'est intéressant de connaître le résultat? Parce qu'on va aussi connaître les réactions, on va connaître tout ce qu'on ne sait pas quand on commente en direct. On sait que les téléspectateurs, en tout cas ceux qui sont connectés, seront au courant. Et si nous, on se coupe des réseaux sociaux et de tout ce qui est communiqué par les équipes en 8 ou 12 heures, finalement, on passera à côté de quelque chose et on ne remplira pas notre mission d'information. Vous voyez qu'il n'y a pas de situation stéréotypée, mais on essaye de s'adapter à chaque différé. Oui, donc Et soyons clairs, c'est pas un secret de polichinelle. Enfin, c'est pas un secret du tout d'ailleurs. On préfère évidemment tous commenter quand c'est du vrai direct. Mais donc, si on doit retenir, c'est que comment dire, ignorer totalement les résultats lors du différé ne s'impose pas donc. Non, parce que j'ai pas compris votre Non, question. Alexandre, alors c'est Alexandre qui posait la question. T'écoutes, Alexandre. Oui. Non, je disais. Et je vais comprendre comment marche la plateforme. Je suis un vieux, faut me ménager. Alors Alexandre, pardon, j'ai pas compris tout à fait la question. Non, je disais. Ne pas connaître les résultats lors d'un différé ne s'impose donc pas totalement. Non, c'est arrivé, je dirais que parce que il est évident que si la course a eu lieu 3 mois avant, on a connaissance du résultat. Si moi le Tour Down Under, j'ai essayé parfois je crois que c'est il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, j'avais commenté sans connaître le résultat. Ce qu'on a fait aussi sur le Tour Down Under, c'est qu'il y en a un des deux qui ne connaissait pas le résultat, le consultant ou le journaliste. Voilà, ça permettait de garder une certaine spontanéité. Et on nous demande, même si on connaît le résultat, de commenter, de mettre évidemment une intensité sur le. C'est pas du théâtre, hein, attention, hein, parce que quand on est pris dans le commentaire, même si on connaît le résultat, on est pris par l'intensité de l'action malgré tout. Il m'est arrivé, je vais être tout à fait franc avec vous, sur une course, je vais être franc, mais en même temps, je suis en train de me demander si je me souviens de quelle course il s'agissait. C'est Lutsenko qui avait fait un numéro pas possible. Tirreno Adriatico. Sur Tirreno Adriatico. Cette course, je l'avais commentée en différé en ayant vu le final de la course. On m'avait conseillé de le regarder parce que c'était incroyable. C'était une grosse erreur. Parce que là, oui, j'ai eu l'impression de faire du cinéma. Et d'ailleurs, c'était absolument, quand je l'ai réécouté, c'est-à-dire que j'ai réécouté en plus mon commentaire, on ne se lasse pas, j'ai trouvé ça, honnêtement, insupportable. Enfin, je me suis trouvé, mais archi mauvais. J'en faisais des caisses. Parce que, effectivement, si je l'avais commenté en direct, j'aurais été sûrement égosillé. Je me serais égosillé. Et là, c'était faux. C'était faux parce que j'avais à la fois la pression de me dire il faut que tu surjoues parce que ce qui se passe est réellement hors du commun. D'un autre côté, comme je savais tout ce qui allait se passer, je n'arrivais pas à être naturel. Je n'étais pas porté par l'action. J'étais porté par le devoir d'en faire des tonnes, en clair. Et au final, c'était très mauvais. Ah, bah on fait des erreurs. Parfois, je viens de vous en donner une. J'espère que c'est plus facile de parler de ces erreurs que de parler de évidemment, mais voilà, la réalité. Et parler du coup Justin, cet univers de. Justin, on t'écoute, ouais. J'ai parlé de tout cet univers de
de commentaires qui est autant intéressant en termes, par rapport aux commentateurs que par rapport aux consultants. Et moi, j'ai une question qui concerne notamment les consultants. Je ne vais pas vous demander de faire un classement de vos consultants, ce serait pas cool, mais juste dans les coureurs actuels, dans les coureurs pro actuellement, lequel, avec lequel vous verriez une affinité dans le commentaire, avec lequel vous pourriez former un duo de commentateurs, consultants, intéressants selon vous? Oh, actuellement en Un activité? coureur actuellement en activité. Oh, il y en a beaucoup, hein. Ah ouais, mais Honnêtement, il y en a beaucoup. allez, on va dire, Philippe on va dire 2-3. Gilbert, par exemple. Je ne sais pas si on doit se tenir au coureur français, mais Philippe Gilbert, qui est francophone, a beaucoup de qualités pour faire ce métier-là. En plus, il a un palmarès, il a un nom, il a un Ah, peu. il a commenté, je crois, les championnats du monde à Innsbruck, chez Eurosport. Donc ouais, Oui, j'ai pas écouté, moi. Je pense que j'étais sur France Télévisions ce jour-là, mais j'ai pas besoin de l'écouter pour être sûr que c'est un consultant. Jamais se fier à une première impression, hein, d'ailleurs, je vous le dis en passant, même si parfois j'ai été surpris sur une premier commentaire, surpris, agréablement surpris. Je suis jamais en tout cas découragé après un premier commentaire, même s'il est un peu cata, quoi. Faut plus, il faut les permettre aux consultants quand même de vaincre l'appréhension du micro. Un consultant qui a pris en galon beaucoup, c'est Cédric Pinault, heu, qui a Cédric Pinault qui a pris, pris pardon? en assurance au fil du temps. Au début, il y avait un peu, on sentait un peu, bah, là, une personne pas forcément à l'aise, qui où c'était pas forcément, il fallait qu'il prenne ses marques. Et au fur et à mesure du temps, on l'a senti, en tout cas moi je l'ai senti, beaucoup plus en confiance. Moi, je rends hommage à mon rédacteur en chef qui s'appelle François-Xavier Bunel, qui n'est pas peut-être connu de la chaîne L'équipe parce qu'il ne se montre que très rarement à l'antenne. Et FX, comme on l'appelle, m'a toujours fait valider. On l'a souvent choisi, il m'a souvent demandé, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça. On m'a toujours, à Eurosport, c'est la même chose, laissé choisir mes consultants. Et honnêtement, Cédric fait partie des gens que avait mis son nom sur la table. Moi, je l'avais connu au sein de l'équipe. À l'époque, on l'appelait l'équipe FDJ. Je l'avais côtoyé, on n'avait pas échangé énormément. Et je voyais qu'il avait une certaine passion. D'ailleurs, c'était un peu son surnom dans l'équipe, la passion. Il mettait beaucoup de vie dans sa façon de parler je dirais, des autres. On est toujours plus à l'aise pour parler des autres que pour parler de soi. Enfin, souvent en tout cas. Bon signe d'ailleurs. Et, Cédric parlait très bien des autres, y compris des autres coureurs, des autres équipes. Et voilà, je m'étais dit que c'était quelqu'un. Il me faisait penser. Oui, j'ai toujours eu des consultants qui étaient je dirais, de simples équipiers. C'est évidemment pas péjoratif. Vincent Barthaud a été le premier d'entre eux. Il y en a eu d'autres, hein. Bon, donc voilà, j'avais envie qu'on ait un coureur, un ancien coureur qui, ayant traversé cette période, bien, n'allait pas parler comme un champion ou comme un coureur qui a une certaine aura. Cédric, baroudeur ou pas, parce que Cédric n'avait pas souvent l'occasion, enfin, sauf quand il était à Roubaix, à partir du moment où il courait en World Tour, il n'avait pas forcément la liberté de s'échapper. Mais un équipier qui fait son. Un équipier, aujourd'hui, c'est presque un ouvrier spécialisé, hein, là encore, sans que ce soit péjoratif. Et avec un regard qui est différent aussi sur son métier. Parce que c'est pas simple, parce qu'il faut renégocier son contrat très vite dans la saison quand c'est la dernière année, parce qu'il y a une vraie précarité, parce que il faut aussi avoir un vrai sens du sacrifice. Je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose euh, n'a pas tellement évolué, cette notion de sacrifice. J'espère que vous imaginez, pardon, à quel point un équipier doit puiser dans ses ressources
pour un profit direct qui n'est pas le sien. Moi, ça m'a toujours énormément surpris. Enfin, surpris dans le sens, ça m'a toujours laissé admiratif. Il y a des choses qu'on ne ferait pas pour soi-même et que les équipiers arrivent à faire pour leur leader. Et ça, je trouve ça toujours extraordinaire. Et justement, Cédric Pinault était capable, je l'ai vu, donc je peux en parler, je l'ai vu de mes yeux, était capable de se foutre en l'air, de se mettre minable, de s'abîmer pour un leader. Et donc, on le fait pour un leader. Et pour ça, il faut qu'il y ait forcément une complicité à un moment ou à un autre avec ce leader. Ça ne peut pas être une histoire d'argent. Ça ne peut pas être, je dirais, une histoire de dopage. On ne peut pas réduire les choses à des choses aussi triviales. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a autre chose. Il y a une dimension. Alors, je ne vais pas utiliser de grands mots. C'est pas de la mythologie, mais voilà. Si vous relisez la mythologie, ça vous fera penser au vélo. OK. Et du coup, juste, vous n'avez pas répondu à ma question pour un coureur français. Philippe Gilbert, c'est une très, très belle idée, mais un coureur français actuellement professionnel en tant que consultant, qui est-ce que vous auriez aimé? Justin, j'ai répondu. Un coureur Un coureur français, français. pardon. Pour un Français. binôme, voilà, pour le binôme parfait, l'entente parfaite pour vous, pour commenter une course. Voilà. Ok, là, en plus, je vais me actuellement en activité. Pardon. Je cherche. Survichaud, c'est pas mal, non? Pas mal. Ouais. On aimerait bien. Ouais. À condition qu'il joue le jeu. C'est-à-dire qu'Arthur, il est capable d'être. Vous voyez Marc Madio avec son côté exubérant. Alors c'est pas pareil, hein, c'est pas la même personnalité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Madio était capable d'ailleurs même après quand il était directeur sportif, d'ailleurs il m'a souvent mis dans l'embarras, il était capable de répondre par oui ou par non, et donc il fallait avoir 45 questions pour alimenter. Il n'était pas bavard. Laurent Fignon n'était pas bavard non plus quand il était coureur. Puis ces gens-là, quand ils sont passés de l'autre côté, quand ils sont devenus consultants, ils ont dévoilé tout un coup de dire énormément de choses à raconter en fait. Ils ont pu le dire librement. À partir du moment où c'est pas seulement une histoire de liberté de parole, c'est que leur métier était de rouler. Ensuite, leur métier était d'expliquer. Un mec comme Vauclair, on savait très bien que ce ferait un bon. J'ai dit tout à l'heure Philippe Gilbert, on le savait, on le sait déjà, il n'y a pas de problème. C'est un suspense. Ce que j'adore, c'est trouver un coureur qui est un peu introverti et qui va s'ouvrir en devenant commentateur. Ce sera peut-être le cas d'un. Enfin, j'en sais rien parce que j'ai pas de job à lui proposer pour l'instant, étant donné qu'on a constitué une équipe et qu'on en est content. Et puis, il faut jouer quand même une certaine fidélité. Enfin, moi, je suis favorable à ça. Et je me dis qu'un Arthur Vucco, après, c'est vous faire une grosse confidence. Hein, c'est un coureur que j'apprécie depuis longtemps. Et donc, il y a un côté affectif aussi. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Je sais qu'il y en a d'autres. Je veux j'ai pas de problème là-dessus. Je pense qu'il y aura. L'important, c'est aussi de le vouloir. Durand, j'ai pas eu le temps d'aller le chercher, c'est lui qui a sonné à notre porte. On était à Eurosport. Il était tellement rapide à le faire et pourtant on savait qu'on allait le contacter. Hein. Parce qu'il était dans cette catégorie des coureurs, on sait que ce seront de bons consultants. Bon, passer toutes nos espérances dans ce domaine. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Et justement, moi j'avais une autre question. Alexandre. On parle du potentiel parmi les coureurs actuels qui pourraient devenir de futurs commentateurs. Est-ce que vous trouvez que, par exemple, inclure dans une équipe de commentateurs justement un coureur actuel, et pas entre guillemets un coureur, même si vos commentateurs, on va dire, qui ont été coureurs sont plutôt des néo-retraités, est-ce que vous trouvez que ça apporterait réellement quelque chose? Apporter un coureur qui est encore en activité Oui, au commentaire, voilà. c'est ça?
Alexandre, je sais pas quel âge tu as. D'ailleurs, j'ai une idée quand même. Vous avez Non, c'est pas la bonne une réponse. échelle de 15 à 20. Non, mais c'est pas. Attention, il n'y a pas de piège dans Non. ma question. Hein, Moi, moi, je me souviens petite anecdote pour 94, 13, 93, 92, 93. On est une toute petite chaîne. Eurosport est une toute petite chaîne. Elle n'a même pas les moyens de payer les consultants. Elle n'a pas d'argent pour payer les consultants. Donc, mon patron à l'époque me dit, écoute Patrick, ça serait bien que tu trouves des coureurs parce que finalement, ils sont blessés, ils viennent, ils passent une journée ou 2 ou 3 avec nous et puis voilà. Il y avait juste de quoi leur payer leur billet de train. Et... encore une fois, hein, c'est ça la télé. C'est pas des grosses bagnoles américaines et la frime et tout. En tout cas, c'était pas ça Eurosport. Et donc, du coup, effectivement, pendant tout un Tour de France, j'ai fait venir successivement des coureurs. Il y a eu Stéphane Lô, il y a eu le Danois, il y a eu voilà, toutes sortes de coureurs. Il y a même eu des coureurs étrangers. Thomas Wegmüller qui avait fait deuxième, ou en tout cas qui était échappé avec Jackie Durand lors de son Tour des Flandres victorieux. Il y a eu enfin plein d'autres comme ça. Martial Gaillan également, qui sont aujourd'hui donc pour beaucoup des gens, sont venus commenter avec moi. Ils venaient gratuitement. Et c'était des coureurs en activité. Le problème, à l'époque, ça marchait. Aujourd'hui, je pense que ça marcherait beaucoup plus difficilement. Parce que le premier reproche que je fais à un coureur, enfin un néo-consultant, si je puis dire, donc à un néo-retraité, comme vous l'avez dit, c'est qu'il est encore coureur. Pour moi, c'est un défaut originel. C'est un truc qui l'empêche d'être parfaitement consultant. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas avoir sa liberté de parole. Il va s'auto-censurer. C'est pas forcément. Bon, il va d'abord ne pas dire des choses désagréables sur son équipe ou sur les partenaires de son équipe. Et il va aussi, de toute façon, s'auto-censurer vis-à-vis de ses collègues. Il ne va pas se permettre de juger la course de tel ou tel coureur parce qu'il est lui-même coureur. C'est fort compréhensible. Ça l'est moins quand le coureur devient consultant. Moi, souvent, et je l'ai dit à Christophe Riblon, à Cédric Pinault, à Jérémy Roy aussi, je leur dis, les gars, oubliez. Hein. Ils me disent, oui, mais quand même. Jackie Durand avait le même problème. Tous les consultants quasiment ont eu ce problème-là. Et quand ils sortent du peloton, ils ont du mal à avoir un regard critique, dans tous les sens du terme, vis-à-vis de leurs collègues qui viennent de quitter. C'est naturel, c'est humain. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne peut pas juger de la qualité d'un commentaire dans les premiers commentaires. Oui, on peut juger de l'aisance à parler, de la faconde, comment dire, du côté un peu volubile qu'ont certains consultants. Mais on ne peut pas juger du fond immédiatement. Il faut laisser un petit peu de temps. Regardez ce qui est arrivé à Christophe Riblon. Hein, c'est assez. Vous parliez de Cédric Pinault, c'est vrai, mais Christophe Riblon a donné de la consistance à ses commentaires, donc du fond, de l'intérêt, des choses. Voilà. Petit à petit, en oubliant qu'il était coureur et en comprenant que son avis était ce qu'on attendait. Ok, aujourd'hui par exemple, Alexandre Pasteur a pris la sacro-sainte place des commentateurs pour France Télévisions. Donc avant c'était Thierry Adam, on se souvient tous de Patrick Chêne, etc. Vous a-t-on approché pour ce fameux poste de commentateur officiel, on va dire, du Tour de France si je vulgarise un peu mon propos, vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, non, on m'a pas approché, j'ai jamais fait acte de candidature. Alors je vais vous dire tout de suite, puisque vous citez Alexandre Pasteur, les choses soient bien claires. Vous ne serez pas d'accord ou vous serez d'accord avec moi, mais je pense que vous serez plutôt d'accord parce que le talent, ça se remarque. Alexandre Pasteur est le meilleur d'entre nous. Et ce que je dis là, c'est pas de la flagornerie, d'abord parce que je l'ai vu arriver à Eurosport, donc je connais très bien le personnage. On s'est toujours très bien entendu. On a eu parfois des prises de bec sur des sujets qui étaient en rapport avec notre travail, mais c'était très sain. Moi, de mon point de vue, c'était très sain. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai toujours eu une énorme estime, d'abord sur le plan humain et aussi sur le plan professionnel. Et sur le plan professionnel encore plus, parce que, je vous le dis, c'est de loin le meilleur. Il est capable de commenter plein de sports avec la même expertise. Plein. Peut-être pas plein, mais en tout cas, au moins 3 des plus grands, l'athlétisme, le ski et le vélo. C'est pas commun. En plus, il a fait un peu de vélo lui aussi. Donc, il sait de quoi il parle. Il n'a pas été un grand coureur, mais il a été, il sait ce que c'est souffrir sur un vélo. Je pense que de toute façon, c'est indispensable
commenter un sport, il faut quand même avoir fait ce sport. Je ne dis pas qu'il faut avoir été un champion, sinon évidemment je ne l'aurais jamais fait. Il ne faut pas avoir été un professionnel, il ne faut même pas avoir été nécessairement un bon amateur, mais il faut au moins comprendre ce Faut-il que c'est de rappeler souffrir que sur un Henri vélo. Sagnier, je ne sais pas si vous vous rappelez, Henri Sagnier a commenté le Tour, hein. Voilà. Henri Sagnier et Christophe. Henri Sagnier, que je connais bien aussi, avait l'amour du vélo. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut être sincère dans ce sport, et je dirais même que c'est une qualité fondamentale. La sincérité, c'est moi, si demain on me demande de commenter un sport que je n'aime pas, et que je le fais uniquement parce que, je sais pas, il y a un salaire, comme quelqu'un qui fait un boulot qu'il aime pas, je le ferai peut-être si j'en ai besoin, mais je pense pas que ce sera un service à rendre aux téléspectateurs. Donc, oui, c'est important, il faut pas le faire par opportunisme. C'est pas parce qu'une place, j'ai connu des commentateurs comme ça, hein, permettez-moi de ne pas vous citer de nom. J'ai connu des commentateurs qui étaient assez volatiles, qui passaient d'un sport à l'autre au gré des opportunités Vous de parlez d'un certain carrière. Christophe Josse, par exemple? Non, non, je plaisante. Non, je citerai pas de nom, mais si vous parlez du football, le football a toujours attiré, euh, comme je dirais, la lumière attire les insectes, les journalismes comme si c'était le Graal. Je ne l'ai jamais considéré comme ça, et pourtant, c'était une époque où j'aimais le foot. Et figurez-vous qu'un jour, je me suis même retrouvé à participer à une émission, 3 fois d'ailleurs, ça a dû arriver. Une émission de foot que vous connaissez sûrement, qui s'appelle l'équipe du soir, avec Olivier Ménard, où on me demandait de parler de foot. J'y suis allé, Olivier avait eu cette parole convaincante de me dire, si tu viens avec nous parler de foot, il y a du vélo, on parlera plus de vélo à l'équipe du soir. J'y suis allé et puis vite je me suis rendu compte que j'étais une escroquerie. Je n'étais pas moi-même, que je devais travailler mes sujets comme pas possible parce que je ne suis pas un spécialiste de ce sport, et en quoi ma parole aurait été digne d'intérêt dans ce cas. Voilà, c'est tout. Donc j'ai arrêté. Bon, j'ai pas eu beaucoup à les convaincre, hein. Et J'ai pas. Ah, et puis j'ai dit non, c'est pas mon Justin, truc. tu voulais poser une question. Patrick, tout ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un truc. Je discutais pas plus tard que la semaine dernière au téléphone avec un ancien coureur professionnel qui a été coureur encore il y a pas si, qui a été pro il y a encore pas si longtemps que ça. Et du coup, personnellement, j'ai une chaîne YouTube où j'essaie de parler de vélo. Et donc, du coup, là, vous êtes, enfin, tu es en discussion avec une autre chaîne YouTube qui essaie de parler de vélo. Et par rapport à ce thème-là, on expliquait, et lui, il me donnait son avis et il me disait, tu sais, il n'y a pas encore de chaîne YouTube dans le monde du vélo. Et je me demande si c'est un sport qui, comparé à d'autres sports, ne peut pas laisser la parole à des personnes qui n'ont pas été dans ce milieu-là, c'est-à-dire qui n'ont pas été professionnels. Et c'est une question qu'il m'a posée et c'est une hésitation qu'il a eue. Et je me suis dit, peut-être que tu as raison, peut-être que tu n'as pas raison, je ne sais pas, j'ai pas la réponse à la question. Mais en tout cas, moi, je pars du principe que si on est vraiment passionné par un sport et qu'on peut en parler, on peut toujours trouver la façon d'en parler. Et du coup, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces personnes qui veulent, à travers que ce soit un média comme YouTube ou peu importe, parler d'un sport comme le vélo et qui n'ont pas, du coup, eu l'opportunité de baigner dans le monde professionnel ou du moins dans la compétition à haut niveau. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Qu'est-ce que tu as à leur dire à ces jeunes ou à ces personnes-là? Ah, écoute, mais je suis très content que tu me poses cette question. Je suis très content que tu me poses cette question parce que effectivement, tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il fallait avoir, par exemple, souffert sur un vélo pour commenter du sport, ça ne veut pas dire que il faut avoir nécessairement fait vélo pour s'intéresser à un sport et même pour y travailler. C'est juste ça par rapport aux commentaires, et je dirais aussi par rapport à, comment dire, ça aide à gagner un peu de légitimité vis-à-vis de tes consultants, vis-à-vis voilà. Ça aide au moins au début. En revanche, si on veut être journaliste, on veut journaliste ou
n'importe, animateur de quoi que ce soit, d'un blog, d'un site internet, d'une chaîne YouTube, il n'est absolument pas nécessaire de mettre à ce point le vélo. Moi, j'ai comme collaborateur chez Velops, mon plus ancien collaborateur, qui s'appelle Alexandre Philippon, avait fait un site internet qui s'appelait Vélo Chrono à l'époque. Il n'a jamais vraiment fait de vélo. Et pourtant, aujourd'hui, il a une culture vélo qui est nettement, mais très largement supérieure à la mienne, alors qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Et si tu veux, moi, je suis d'une génération où, quand on voulait être journaliste, et c'était mon cas très jeune, très tôt, j'ai eu la chance d'avoir à 15 ans à peu près au moment de l'émergence des radios libres. Radio libre, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'était des radios qui apparaissaient alors qu'avant il y avait 3-4 radios sur les grandes ondes. Là il y avait la FM qui arrivait, on pouvait avec une poêle à frire et une mixette monter une radio libre, et un micro quand même, monter une radio libre. Et on s'est tous précipités je suis très fier même de dire que moi, l'amour du métier, de parler, d'être bavard comme je le suis avec vous ce soir, m'est venu grâce à la radio. Même aujourd'hui encore, ça reste, peut-être vous surprendre, mais ça reste mon média préféré. Forcément. Aujourd'hui, qui a été pour moi la radio, média radiophonique, aujourd'hui, vous avez la chance que ce média, un espèce de média global, soit à la fois, qui est abrité sur Internet, c'est clair, et qui soit très tentaculaire, peut être à la fois une chaîne YouTube, il peut être un podcast, il peut être bien sûr passer par l'écrit, passer par le visuel, passer par les réseaux sociaux. Et ça, c'est une chance extraordinaire que vous avez, parce qu'effectivement, du coup, vous pouvez avoir soit plusieurs cordes à votre arc, soit vous pouvez choisir la forme qui vous correspond le mieux. Bien sûr, parler de votre passion. Donc, je ne saurais vous encourager, plutôt que d'inonder de CV, des rédactions, etc., l'un n'empêchant pas l'autre, mais d'abord de vous frotter à cette technologie-là. C'est ce que vous faites d'ailleurs ce soir, en fait, et que vous faites sûrement par ailleurs, et très bien. Je trouve ça, voilà, j'aurais aimé, peut-être pas à tous les niveaux, hein, c'était pas forcément génial dans des aspects, mais sur ce point précis, j'aurais aimé vivre cette époque, sur ce point précis. Là, j'aurais pris un pied monumental. Voilà. Bon, c'était pas mal aussi, mon époque. Mais voilà, ça, c'est vraiment bien. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si vous avez envie de parler de vélo, faites-le, quelle que soit la forme, essayez de le faire bien. Parce qu'en revanche, et là, ça va être un petit peu le truc qui va enfin me rendre un peu antipathique ce soir, c'est en revanche, qu'est-ce qu'on voit comme chose bâclée, travaillée, copier-coller, sans originalité. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus que nécessaire. Je trouve qu'il y a moyen. Le talent est inégal. On n'est pas tous aussi talentueux. Et quand je vous ai dit qu'Alex Pasteur est le meilleur d'entre nous, entendu, je sais reconnaître que je suis moins bon que lui, donc ça me gêne. Et ça me gêne même pas de le crier fort. Il y a de la place pour tout le monde et pas que pour des premiers de la classe. À condition qu'on le fasse à fond, quoi. À condition qu'on aime ce qu'on fait et qu'on y mette un petit peu de temps et un petit peu d'enthousiasme et profondeur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour revenir un petit peu sur votre période un peu de transition entre Eurosport et après, effectivement, vous êtes parti sur Europe 1 et puis l'équipe. Vous quittez Eurosport en 2009 ou 2010 Ouais, c'est ça, 2009 ou 2010, pardon. Oui, c'est ça. Je casse mon CDI en 2009. Je reste à la pige en 2010. Et le dernier truc que je commente, c'est pas très gai. C'est l'hommage qu'on rend à Laurent Fignon le 31 août 2010. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de répondre à cette question. Là, c'est une période peut-être un peu moins, comme vous dites, un peu moins gaie. C'est justement votre départ d'Eurosport. En fait, vous avez un contentieux avec eux. C'est par rapport à un contenu éditorial sur le documentaire Planet Armstrong, c'est ça? Enfin oui, il y avait ça, mais il y avait beaucoup de choses. Vous savez, quand on passe 20 ans dans une boîte, il y a forcément des gens, et il y en a encore plein que j'aime beaucoup et que je revois régulièrement. Sûrement l'entreprise où j'ai encore le plus de copains.
Mais il y a aussi des gens avec qui la boîte a grandi, avec qui on s'est jamais entendu, et voilà. Là, il y en avait pas beaucoup, hein, d'ailleurs. Bon, bah, finalement, ça a fini par se voir, ça a fini par s'entendre, ça a fini par se dire. Et bah, après, c'est chacun, va au bout de. Il y a un moment où on doit faire des choix. Oui, ce qui est sûr, je vais pas envie. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pas, et je l'ai jamais fait, donc je vais pas le faire avec vous. Je me suis jamais étendu sur la question parce que Bon, bah, ok, c'est presque d'accord, de pas de l'ordre problème. de l'intime. Et ce que je peux simplement confirmer, c'est que oui, cette période Armstrong et cette histoire de Armstrong a été un élément, on va dire, un élément déclencheur de quelque chose qui, voilà, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, on s'entendait pas sur des raisons très, je pense, éditoriales, enfin, choses très professionnelles. Il y a un moment, j'ai dit bon, allez, basta. C'est pas comme ça que je veux faire ce métier. Ça a été, et comme tu l'as dit, oui, ça a été un moment pas très, ça a été un moment douloureux, même encore aujourd'hui. L'équipe est en face. Il se trouve que je suis revenu après être parti de l'autre côté de Paris où on avait nos locaux de Velops. Je suis revenu maintenant très souvent travailler juste en face. Imaginez, de ma Ouais. fenêtre, je vois Eurosport. C'est pratique pour aller bouffer avec les copains, mais et oui, ça me fait toujours bizarre quand je passe devant Eurosport, parce que oui, il y a un attachement qui dépassera même les gens qui y travaillent, qui travailleront demain. J'aurai toujours, peu importe si ce ne sont plus les mêmes, peu importe si l'actionnaire a changé, si les patrons ne sont plus du tout là. Oui, voilà, il y a un Bah, attachement qui est viscéral. vous avez quitté une femme pour une plus jeune, j'ai envie de dire alors. Oh. Oh, La façade est pas ravalée encore, ça va. Soyons clairs, ce que je ne me serais jamais permis dans la vraie vie. Bon, on va clôturer, on va finir sur une note un peu plus légère. Alors peut-être est-ce que Alex, Justin, Rudy ont une dernière et ultime question à poser à notre invité? ouais, j'avais un truc à dire, Patrick. Un truc assez basique. D'où était venue la passion pour le vélo tout court? Oh, la passion pour le vélo. La passion pour le vélo, elle m'est venue de mon frangin, qui aimait le vélo dans une forme qui n'existe plus trop maintenant. Il avait un vélo qui ressemblait pas vraiment à un vélo. Il adorait en faire d'abord. Il partait, on le voyait revenir à la nuit tombée. Enfin, parfois, il ne faisait pas exprès. Et puis, il aimait regarder une seule course, c'était le Tour de France. Et il aimait le vélo juste assez pour pas m'écœurer, parce que vous savez, quand on a un frangin qui aime trop un sport, on a tendance à en choisir un autre. Lui, il aimait juste ça pour me donner envie. Et, euh, et on regardait le Tour de France ensemble. Nos parents n'étaient pas du tout tournés vers le sport et vers le vélo en particulier. Je dirais même vers la télé d'ailleurs. Donc il fallait parfois aller chez les voisins, enfin souvent même, pour voir Je crois que c'est ça. C'est justement parce qu'on m'en a donné un petit peu, pas trop, mais suffisamment pour que j'ai toujours faim. J'ai cet appétit, cette volonté d'en voir davantage. Puis après, après, c'est un enchaînement de hasard, hein, parce que honnêtement, quand je deviens journaliste, j'ai pas du tout dans l'idée de devenir journaliste de cyclisme. Là, c'est plutôt le destin qui m'a ramené au vélo, je sais pas, plus qu'une vocation liée au corps, quoi. C'est voilà, c'est ça, c'est la vie. Alexandre, ta dernière question. Oui, du coup, on a parlé, vous avez parlé longuement de, de la création de contenu par rapport au cyclisme. Moi, je voulais savoir, est-ce que justement, vous êtes friand de tout ce qui est créé sur YouTube, sur Internet, et est-ce que vous avez un coup de cœur? Ah, coup de cœur. Merde, putain, typiquement la question, comme tout à l'heure, le coureur qui va devenir, qui aurait toutes les qualités pour être consultant, toutes les questions que j'aurais aimé, ça c'est des questions que j'aurais aimé préparer à l'avance, parce que je suis pas sûr, ça s'impose pas comme ça à mes yeux. Pourtant, je suis sûr qu'il y en a. Alors, pour répondre à une première partie de ta question, oui, je lis énormément sur Internet, en trop d'ailleurs. Euh, j'ai honnêtement, tout à l'heure, j'ai dit oui, faites-le avec talent. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses honnêtement, il y a plus de bons exemples
c'est pas de la. C'est sincère ce que je vous dis. Il y a plus de bons exemples que de mauvais quand même. Alors il y en a peut-être des mauvais que je lis pas, hein, c'est possible. Et j'aime bien les sites où on rigole un peu. J'aime bien. Je vous avoue aussi que ce que j'aime bien aussi, c'est plus. Je suis assez sensible quand même à la forme sur Internet et pas seulement au fond. J'aime bien qu'il y ait les deux en quelque sorte. Alors vous allez me dire, mais où ça, où ça Je serais tenté de vous dire, et j'aimerais bien encore un souhait, parce que j'en profite, hein, j'ai un petit temps de parole, là, qui est d'ailleurs assez important, vous me surprenez. J'adore quand les coureurs s'expriment réellement. Ceux qui sont vraiment présents sur Twitter, par exemple, pour faire autre chose que de la com, pour faire marrer. Voilà, ça, j'adore. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Français. Plus aller chercher des coureurs Place de étrangers Ghent, que par des. exemple. Ouais. Des- Côté de français, Ghent, on par peut dire exemple. Calme Jeanne et Julien Bernard. Simon Pelot. Ouais. Franchement, oui, je préfère le premier exemple qui a été donné, quoi. On n'en a pas beaucoup quand même. Et je pense que malheureusement, on parlait tout à l'heure de forme d'autocensure, elle est là aussi, puis aussi parce que c'est dangereux, hein, les réseaux sociaux. Quand on a une activité professionnelle. J'ai pas trouvé le site qui me fait totalement triper en ce moment. Vous m'auriez dit le site que je peux pas blairer, peut-être que ça aurait été plus facile. Ouais. Patrick, j'ai vu qu'aujourd'hui vous aviez partagé les maillots que je créais sur Twitter. En tout cas, je voulais vous remercier du soutien. Et ça m'a fait plaisir de voir ça. Mais attends. Ah mais oui, Alors, Justin, mais je alors, savais Bah, pas que c'est c'était moi, vous. oui. Alors Justin qui est avec nous, qui est un chroniqueur, on va dire irrégulier dans nos émissions. C'est le fondateur de la chaîne Justin Vélo sur YouTube. Il a un Twitter donc Justin Vélo avec beaucoup d'abonnés et il a fait, on va dire, le buzz. Moi, je préfère dire le mot ramdam la semaine dernière ou il y a 2 semaines avec des créations sublimes et magnifiques de maillots cyclistes. C'est un contenu hyper créatif. Donc voilà, bravo à toi, Justin, en tout cas. J'ai vu ça sur Twitter. Alors, peut-être que je devrais dire aussi, si ça vient pas spontanément, vous êtes en train de me faire comprendre, avec beaucoup de délicatesse, je dois le dire, que je suis pas à la page en ce qui concerne tout ce qui se fait actuellement Non, sur du tout. YouTube, Non. etc., et que je devrais Non. un peu. Mais non, mais pas du tout comme une critique. Et Justin, moi, je qu'on peut pas être sur tous les réseaux sociaux parce que sinon on y passe sa vie. Du coup, j'ai décidé de négliger totalement, sauf Twitter, qui est pour moi d'avant tout une façon de m'informer. Puis j'ai fait des listes, ce qui fait que je regarde directement à ce que je cherche au moment précis. Et donc j'ai découvert, Justin, en tout cas j'ai découvert ce que tu faisais. Effectivement, je trouve que tu as beaucoup de talent. C'est comme ça que j'ai vu tous ces maillots. J'étais impressionné ce matin quand j'ai vu la somme de maillots que tu avais fait, parce que j'avais vu quelques-uns. Et voilà, alors là, franchement, c'est l'illustration parfaite comment dire, on peut aimer le vélo avec beaucoup de créativité et pas seulement en cherchant à être journaliste ou qui a plein de ressources. Moi, j'ai un collaborateur qui s'appelle Alexandre Porcheron, qui était à la fois le stagiaire quand on faisait cette petite web série pour Femme FDJ, qui aujourd'hui est l'un de nos graphistes, qui est notre graphiste le plus talentueux. Enfin, voilà quoi. Il y a plein de façons de s'exprimer dans ce sport et je suis très content d'avoir été ce soir avec toi. Une continuation en tout cas là-dedans. Hein. Là-dedans ou ailleurs, tu as peut-être plein de ressources. On peut pas tout dire, malheureusement, sur ces projets. On peut pas tout dire, il a une vie secrète. Merde, vous avez précisé ça. C'est un peu un VIP, faut dire ce qui est. Ouais, c'est un peu le Karl Lagerfeld du secteur. Voyons. Bon, alors, finalement, il n'y a pas besoin de le féliciter, alors il sait déjà. Non, mais par contre, Patrick, peut-être qu'il y a quelque chose qui se trame avec quelqu'un avec qui vous travaillez souvent à la chaîne L'équipe. Et donc, un de vos consultants qui est dans cet univers de la création de maillots, peut-être que vous voyez de qui je parle ou pas du tout. Il y a un petit projet qui... Je crois voir de qui, effectivement, si tu ne cites pas son nom, c'est que tu n'as pas envie qu'on en parle nommément. Parce que on est au début, mais en tout cas, on est tous les deux très motivés.
Je vais te donner un conseil. Quand tu es au tout début d'une histoire, tu as vu, hein, souvent, moi, je ne parle pas du tout. C'est pas parce que Oui. ça va pas se faire, hein. Mais je suis assez superstitieux, d'accord. moi, là-dessus. J'ai parlé de plusieurs choses et j'ai dit, mais ça, je ne le dirai pas parce que, notamment, projet, je suis très superstitieux là-dessus. Donc, je te fais partager ma superstition. Du coup, moi, je vais poser la dernière question à Patrick. On a dû vous poser la question 10 000 fois. Je vais l'assumer. C'est quand même, voilà, on peut pas y échapper. Le fameux attaque de Marlou, qui est un mème dans la communauté vélo et chez les gamers, présent depuis au moins 2004, je crois. Justement, racontez-nous cette petite histoire. Comment c'est venu? Pourquoi ça a été popularisé? Est-ce que ça a une incidence dans votre vie au quotidien? Est-ce qu'on vous en parle? Ou alors, vraiment, pour vous, c'est un truc de, j'ai envie de dire, un truc un peu de gamin et vous prenez ça à la rigolade, quoi. Non, enfin, je peux pas prendre ça à la rigolade, étant donné que je le fais depuis. J'avais oublié d'ailleurs depuis quand je le faisais. On m'a posé une question de ce type il y a pas longtemps et j'ai recherché. Et la première fois que j'ai fait commentaire de ce jeu, c'était en 2014. C'était pour le jeu qui est paru en 2014. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais jamais joué à un jeu vidéo, je pense, à part peut-être. C'était l'époque de la. D'ailleurs, il n'était pas sur PlayStation, il était uniquement sur PC. C'était à l'époque de la première PlayStation, hein. C'est vraiment loin, hein. Bref, et j'ai fait les choses comme on me disait de les faire, mais sans avoir de recul sur ce que ça donnait. J'étais sur une chaîne qui commençait à être un peu écoutée des fans, malgré tout. J'avais pas l'impression d'être. Comment dire, vous savez que vous êtes pas, quand vous êtes journaliste sur une chaîne comme France Télévisions, quand vous êtes journaliste sur une chaîne comme Eurosport, Eurosport, vous êtes. Moi, voilà, on est Monsieur Tout le Monde, on fait notre boulot, personne vient vous taper sur l'épaule ou c'est très rare, etc. Là, un jour, un gamin vient me voir et me demande de signer un autographe. Et de façon bien sûr très prétentieuse, j'ai cru que c'était parce qu'il m'avait écouté sur Eurosport. Non, il prend l'autographe et il repart avec son père et il lui dit: «Mais je pensais que c'était un robot, moi, qui faisait la voix». Et là, j'ai réalisé qu'en fait, ce gamin ne me connaissait qu'à travers le jeu. Me connaissait qu'à travers le jeu. Et je me suis dit: «Waouh, quand même». Voilà, et puis après, il y a eu mes enfants qui ont grandi, qui ont joué à ce jeu et très vite, la voix de ce jeu m'est devenue totalement insupportable parce Oui, oui. que c'est la mienne. C'est parce que je pense sincèrement que quand on y joue beaucoup, bah, c'est quand même un petit peu relou, enfin, je trouve. Et après, il y a eu le jeu sur PC, Pro Cycling Tour de Manager. France, qui moi, je trouve est plus au niveau du son et mieux, quoi, parce qu'il y a plus de diversité, voilà. C'est mon avis, à mon avis, c'est pas, je suis pas seul à penser ça. Et non, pour moi, c'est un truc qui est devenu, non, je suis assez content, quoi. Voilà, c'est un jeu, c'est un jeu et comme le vélo est un jeu, hein, il y en a qui disent que je joue pas au vélo, moi je dis: «Bah si, moi je joue au vélo, quand je commente, c'est un jeu pour moi, c'est pas un métier». Je sais pas ce quoi vous dire de plus là-dessus. Attaque de Marlou, je l'ai vu un jour par hasard, j'avoue, je me souviens même plus le jour où je l'ai dit et c'était pas une expression du vélo. J'ai d'ailleurs été très surprise que des gamers et des cyclistes aussi l'approprient parce que, mais comme souvent, hein, voilà, on dit des trucs et puis ça reste alors qu'on n'a pas du tout fait exprès. Vous Et c'est tant mieux vous avez d'ailleurs. déclaré dans une Et interview il n'y a pas longtemps que David Gaudu, qui est un grand gamer et un grand fan de ce jeu, vous saluez régulièrement sur le tour par rapport à ça? non, mais non, non, enfin quand il a fait son premier Tour de France, c'était il y a pas longtemps, hein, il y a 2 ans. quoi, 2-3 ans. Il avait fait un petit peu en dilettante, enfin en dilettante. Je sais pas si on peut faire le Tour de France en dilettante. En tout cas, c'est ce qu'il déclarait, quoi. Il n'avait pas de pression, il n'avait pas d'objectif. Je vais filer un coup de main à Thibaut Pinot et on se croisait et la première fois qu'il me croise, «Ah, attaque de Marlou!» Une fois, il a fait n'importe quoi sur son vélo, puis je suis allé le voir, je lui ai dit: «Mais c'était quoi cette attaque de Marlou?» Bon, on a rigolé, puis voilà, c'est tout. C'était comment dire, un petit running gag. Et je sais pas d'ailleurs si c'est un grand gamer. Évidemment, il Ah joue ouais, à ce jeu. Je c'est sais un pas grand s'il passe son gamer et temps en à fait, il faut jouer. savoir qu'il
il a eu un article dans Libération, vous savez, la fameuse page de fin là. Il a eu un article dans Ah oui, Libération c'est vrai. où en fait c'était clairement le titre, c'était geek et champion cycliste, etc. Et c'est un grand fan de jeux vidéo et notamment de PCM. Voilà. Oui, bah, j'espère qu'il fait pas que ça Tant de sa mieux. vie, parce que quand même, il est cycliste à côté. Hein. Oui, non, mais je sais. Je crois pouvoir répondre à cette incertitude. Hein. Vu les résultats qu'il a et sa marge de progression, je pense c'est important pour eux, je pense. Enfin, après, comment on occupe son temps quand on doit attendre une course, quand on est enfermé dans un hôtel, quand il pourrait jouer à FIFA. Hein. Et, peut-être qu'il fait aussi. Enfin, moi, je pense que avoir un gamin qui a 12-13 ans, les jeux vidéo, je sais très bien qu'ils font partie maintenant de l'univers incontournable dans la panoplie de ce que peut faire un jeune homme, et même pas si jeune que ça. Donc, pas d'avis là-dessus. Je pense que oui, ça doit rester un jeu, que ce soit trop chronophage non plus. Mais ah, ça, c'est un truc. Combien de temps on y passe Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Combien de temps J'entends rien, j'ai un problème. avant de se lasser, c'est-à-dire de se dire, ouais, il y en a marre du Rudy ne se PCM, lasse je passe à jamais. autre chose. Je me lasse jamais, moi. Oui, c'est compliqué. Bon, on va dire que bon, à part Rudy qui est un ovni, en général, on y passe allez, 3-4 mois avant de se lasser par la mécanique du jeu, et puis on revient à chaque nouvelle édition pour les nouvelles équipes, les nouvelles notes, etc., etc. L'autre jour, j'ai pu mettre dans un lecteur de CD, j'ai mis la 2014 que j'avais. Clairement, c'est un peu comme la télévision, ça. Quand vous regardez le tour d'il y a 20 ans, vous voyez quand même très vite que la qualité a bien. En tout cas, comment dire, le graphisme a nettement évolué. Je suis désolé, les commentaires, pas vraiment. Ok. Voilà. Non, c'est vrai que le jeune Peter Sagan de 29 ans, 5 ans après, ça fait toujours bizarre dans les commentaires. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je transmets. Bah après c'est pas de votre ressort, mais Non, mais il y avait une époque où on enregistrait des noms de coureurs qui n'étaient pas les vrais noms. Oui, On n'avait pas ça, les droits sur leur Ta identité. taille de Chris Froome. Et voilà, c'est ça. Moi, j'ai oublié les noms, mais vous pas, visiblement. Et c'est ça. Ok. Ok. Bah. Bah, est-ce qu'on a fait le tour? Alors du coup, sans mauvais jeu de mots, on a fait le tour. Alex, Justin, Rudy. Ouais. je pense qu'on a fait le tour. Ok. Dernier petit rituel dans notre émission. Patrick, on vous laisse le mot de la fin. Vous avez quartier libre. Si vous avez envie de clôturer l'émission et d'avoir un mot de la fin. Déjà, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde pour écouter le mot de la fin, parce que là, on a dû faire quand même plus d'une heure et demie. Si j'étais un rédacteur en chef, je vous dirais c'est beaucoup trop long. Faut faire plus court. Mais en même temps, comme j'en suis le principal responsable, parce que j'ai dû faire trop long dans mes réponses, si vous êtes encore là, je vous remercie, parce que ça veut dire que vous avez été quand même particulièrement patient. Non, voilà. J'espère que j'ai pas trop parlé de moi. Faire toujours parler des autres, mais finalement, on parle quand même beaucoup de soi, même quand on parle des autres. Et je regrette juste de ne pas vous avoir en face. Dans cette période de confinement, je trouve que ça manque encore davantage. Déjà qu'on peut pas trop s'approcher les uns des autres, et en plus on peut pas se voir, c'est quand même dommage. Mais c'est pas grave, parce que je vous l'ai dit, j'adore la radio et le podcast aujourd'hui aussi. Je pense que par la voix, on fait passer quand même beaucoup de choses. Voilà, si je vous dis que j'ai passé un bon moment avec vous, même si c'est avec la voix, j'espère que vous comprendrez que c'est la réalité. Merci infiniment en tout cas. Merci à vous d'avoir accepté aussi. Ça a été un honneur de vous recevoir et c'était très enrichissant. On va clôturer l'émission. Amis auditrices, auditeurs des baroudeurs, on vous souhaite une excellente soirée. Alex, Justin, Rudy, Monsieur Chassé, merci infiniment. Très bonne soirée à vous. Oh. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir.